Ce soir, je vais vous présenter une conférence que j'avais faite il y a quelques semaines déjà, qui n'est pas la présentation des fouilles en cours, simplement là, ça va être le résumé de tout ce qu'on a pu faire depuis le début qu'on commence à gratter sur ce site, et jusqu'à la fin de l'année dernière. Donc j'ai dirigé 2 opérations déjà sur ce site, et puis j'ai passé la main cette année à une brillante jeune collègue. Étant appelé vers d'autres horizons, mes territoires de chasse habituels sont les châteaux forts alsaciens plus que les établissements conventuels. Ceci dit, tout ça, c'est de l'architecture médiévale et c'est ce qui me passionne dans toutes ces opérations. Donc, à Graufthal en général, vous êtes du coin, vous le savez, pour la plupart, quand on parle de Graufthal, ailleurs dans la région, même dans le Grand Est, même plus loin, on nous parle systématiquement des maisons des rochers. C'est ce qui fait la réputation du lieu et c'est ce qui permet aussi à une association très dynamique d'entretenir ce patrimoine et de porter le projet archéologique et de valorisation qui nous rassemble ce soir et sur lequel travaille actuellement une équipe bien motivée. En revanche, le site dont moi je vais vous parler, c'est ce qui se trouve, donc là je suis sur la falaise qui est côté ouest, au-dessus, un peu en décalé, au-dessus des maisons des rochers. Et ce qui nous intéresse, c'est ce terrain riche en vestiges qui est situé à l'arrière de l'ancienne école et dans ce vallon fort encaissé de la Zinsel du sud, et à la confluence avec un petit ruisseau qui arrive du nord, le Spettelbach, et qui a donc entaillé le relief dans lequel nous nous trouvons. Alors Graufthal, pour résumer, c'est quoi? C'est un lieu qui est situé dans la partie la plus étroite des Vosges, c'est le début des Vosges du Nord, en limite du plateau lorrain, en limite de la plaine d'Alsace, et dans un des passages anciens entre les deux contrées, et les environs du col de Saverne, qui sont des lieux de fréquentation humaine de longue date. Citons même les tentatives faites à la fin du XIXe siècle. Si quelqu'un a une carabine, je demanderai à ce que ce chat soit très rapidement évacué, parce que ça va me faire de la concurrence, puisque les gens vont être attirés par le chat et non par mes discours, n'est-ce pas? Donc, revenons-en à nos moutons, pour laisser le chat de côté. Je vous demanderai de regarder là. Et donc effectivement, des fouilles qui avaient été faites fin 19e, même dans les maisons des rochers, par un archéologue, un des fondateurs de l'archéologie alsacienne, qui espérait trouver là des traces d'habitat préhistorique, mais qui finalement n'avaient pas eu lieu. Marc, il faudrait lui mettre de l'antipuce. Le lieu où nous sommes aussi, je l'ai dit, c'est une confluence entre 2 vallons, donc la vallée de la Zinsel et puis le vallon qui descend du nord, là, le Spettelbach, le Rehbach, le Rehbach, merci, et qui est géologiquement localisé sous la plateforme calcaire, et en même temps plateforme calcaire, donc le plateau lorrain, et puis nous avons des reliefs, tous ces coteaux, tous ces traits bleus là, les reliefs en grès, et le grès bien sûr qui fait la réputation des Vosges du Nord, et leur intérêt même pour les constructions de tout temps, puisque c'est une pierre qui se travaille facilement, que c'est une pierre qui s'est exportée vers la plaine. Vous connaissez la cathédrale de Strasbourg et ce que ça représente. Encore récemment, on a eu une discussion avec des architectes qui interviennent sur la cathédrale de Strasbourg, qui étaient des ingénieurs qui étaient là à dire, dans sa structure, la cathédrale de Strasbourg ne répond absolument pas aux normes antisismiques actuelles. Elle est là depuis des siècles et elle le sera encore un moment. Tout ça grâce à cette pierre qui est relativement facile à formater, mais très abrasive pour les outils. Alors, la
l'histoire de Graufthal, de ce qui nous intéresse, c'est un monastère, c'est une fondation conventuelle dont on sait très peu de choses dans les textes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'obituaire, il n'y a pas de chronique de Graufthal qui soit conservée. Les mentions qu'on a sont toujours des mentions indirectes. Les mentions indirectes qui se trouvent dans des archives concernant à la fois l'évêché de Metz, concernant à la fois des choses qui se passent en Forêt-Noire, à la fois des choses qui se passent plus en Alsace, en liaison avec des seigneurs laïcs. Enfin bref, des textes qui nous donnent des bribes. Et de ces bribes, les historiens spéculent pour savoir si ce monastère est fondé dans la deuxième moitié du Xe ou au XIe siècle. On va dire une chose simple, c'est que lorsqu'entre 1124 et 1130, Honorius III, donc le pape, confirme l'attribution du monastère à celui de Saint-Georgen qui est en Forêt-Noire, ça ne veut pas dire que Saint-Georges en Forêt-Noire devient propriétaire, ça veut dire que Saint-Georges devient responsable spirituel. Nous sommes dans le cadre d'une réforme, et une réforme signifie qu'à ce moment-là, le monastère existe probablement depuis un moment, donc par facilité intellectuelle, on va se dire que le monastère est fondé au XIe siècle. Peut-être que les fouilles apporteront d'autres informations. Au XIIe siècle, donc, on a effectivement un prieur, puisque nous sommes sur une communauté de femmes. On a un prieur qui est le prêtre desservant le monastère, et le prévôt qui est un peu l'administrateur, qui sont délégués par ce monastère de Saint-Georges, donc, qui exerce la tutelle. On a une première mention d'une abbesse en 1138, et puis on a un fait historique extrêmement intéressant et qui pourra aider le plan business de l'association dans les années à venir, c'est qu'en 1160, on a un séjour de Hildegard de Bingen. Et Hildegard de Bingen est actuellement à la mode parce que fondatrice de l'homéopathie, de l'herboristerie, enfin, elle a composé de la musique. Donc quelqu'un qui est une femme, déjà, dans son époque, il faut avoir le cran de s'affirmer sur ce plan-là. Et puis donc actuellement, un personnage un peu à la mode. Et donc finalement, ici à Graufthal, c'est le seul lieu, pratiquement en Alsace, où elle a pu passer. Et pourquoi ? Parce qu'il est, d'après des échanges de courriers qui sont connus dans ses archives à elle, l'abbesse locale, c'est probablement encore Atisha, aurait fait ce qu'on appelle de nos jours un burn-out. Donc elle aurait eu besoin de soutien moral et de soutien dans la gestion des affaires. Bref, on a une autre abbesse qui est connue vers la fin du XIIe siècle et en gros, ça s'arrête là. En même temps, cette histoire de la communauté, pour les siècles qui suivent, pour le Moyen-Âge, vous avez les sires de Lützelbourg qui sont déjà mentionnés au XIIe siècle en liaison avec Graufthal, qui sont confirmés comme avoués en 1243. Donc les avoués, c'est quoi ? Les avoués, c'est les officiers de police. Une abbesse ou même un abbé ou un évêque n'a pas d'autorité légale quand il a besoin de gérer les affaires humaines et notamment les questions pouvant entraîner des procès, des châtiments, voire des conflits. Ce sont donc les avoués qui sont des nobles, l'aristocratie laïque, qui finalement vit sur le dos de ces couvents. Et donc ici, ce sont les Lützelbourg qui exercent cette fonction. Et puis, on a une mention d'une abbesse au XIVe siècle, et vous le voyez, à partir du XVIe siècle, les choses deviennent un peu plus précises. Toujours est-il qu'en 1525, lors de la guerre des paysans, on nous annonce parfois qu'il y a eu des pillages, mais ça n'est pas établi, parce que Graufthal, Kraftel, est un nom, un toponyme qui est utilisé également pour désigner plusieurs fermes qui dépendent de l'abbaye ici, et donc qui sont situées dans le territoire mosellan actuel, et que donc les paysans en question sont allés piller Kraftel, mais on ne sait pas si c'est le lieu ici ou si ce sont les fermes qui appartenaient simplement à Graufthal. Une chose est claire, en 1554, la mention, vous le voyez sur l'écran, Pervetustum et Ruinosum indique clairement que les choses sont très mal barrées
et que la communauté, finalement, est réduite à portions congrues, puisque nous avons en 1556 plus que 6 moniales. Le chiffre de 6 moniales est annoncé plus tôt dans le XVIe siècle, et donc ça ne fait plus une communauté, ça fait quelques personnes. Et pourquoi s'en vont-elles? Parce que en 1556, eh ben, le culte catholique est interdit dans la région par le nouvel électeur palatin. Et de fait, Graufthal abbaye s'est retrouvé dans un territoire, une espèce d'océan protestant, et que donc cet îlot catholique a été évacué. Pourquoi a-t-il été évacué? Non pas tant pour des questions religieuses, on va dire que les questions religieuses étaient un peu le prétexte, c'est surtout les territoires. Une abbaye, c'est un énorme territoire économique, puisqu'il y a de l'agriculture, il y a souvent d'autres ressources aussi, et que donc Graufthal, effectivement, c'est une abbaye comme une autre sur laquelle on cherche à mettre la main, parce qu'il y a derrière des richesses à exploiter et à développer. Donc ce qui se passe, c'est qu'en 1551, la communauté est tellement réduite déjà que c'est la papauté qui, sous pression de l'électeur palatin, laisse un peu tomber ce lieu et l'intègre au collège de la Sapiens d'Heidelberg, c'est-à-dire que les revenus générés par les produits, les taxes et les ventes des produits agricoles de Graufthal servent à payer l'université d'Heidelberg. Et puis au XVIe siècle, continue quand même une activité économique. Ce n'est pas parce que les moniales s'en vont que le lieu périclite. Et donc nous avons la Weckenmühle, lieu qui est connu des habitants du lieu, qui apparaît en 1572. Et puis nous avons des opérations extrêmement intéressantes, comme en 1579, le début de l'exploitation du fer. Le grès contient du fer, et le fer exploité n'est pas forcément un fer de très bonne qualité. Ce n'est pas le fer qu'on a dans la région de Reichshofen où d'Autriche s'installe au début du XVIIe siècle. On est sur du fer qui sert à fabriquer des boulets de canon, donc plutôt de la fonte. Mais ce territoire abandonné par les moniales continue de vivre, et en 1619, on a des revenus associés toujours à ce territoire et qui permettent à l'électeur palatin même d'acheter un grenier à Strasbourg dans lequel vont être stockés des produits. Et puis, 1623, tout ça est revendu au duc de Lorraine, et la vente, le contrat, nous indique toujours que des revenus sont associés à l'abbaye. Ces revenus, à ce moment-là, c'est quoi? C'est surtout de la forêt. Et puis, arrive la guerre de 30 ans, 1623, on est dans la guerre de 30 ans, et c'est en 1645 que les dépendances de l'abbaye sont déclarées ruinées par les continuels passages et logements des armées ennemies. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'on peut savoir. Concernant les bâtiments eux-mêmes, l'espace où nous sommes en est révélateur. Cette église est construite en 1619 avec des pierres réemployées provenant de l'ancien couvent, puisque finalement, elle empiète quelque peu sur l'emplacement occupé par les bâtiments du monastère, j'y arriverai. Et puis, on sait qu'à la fin du XVIIIe, on construit un presbytère dans l'enclos abbatial, et enfin, on nous dit qu'en 1834, on démolit les derniers vestiges du clocher de l'abbatiale. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que signifie ce clocher, si c'est la tour de l'église ou si c'est une tour indépendante. Peut-être qu'on a des éléments de réponse à partir de l'iconographie, puisque malheureusement, nous n'avons pas de plan ancien de ce monastère. Démantelé à partir du XVIe siècle, il est clair qu'on n'allait pas en dresser des plans, ou alors ils ont disparu comme les sources dont j'ai parlé. Il n'empêche, les documents graphiques, les dessins faits au XIXe siècle, nous avons une représentation ici sur laquelle vous voyez à droite le bâtiment, le pignon avec une croix, c'est l'église où nous sommes. Et devant, vous voyez la ruine de ce qui est la porte d'entrée de ce monastère. Peut-être que ceci, puisque ça c'est le début 19e, peut-être que ceci est finalement l'ancien clocher. Cette tour portait-elle un clocheton? En tout cas, cette tour marque dans le paysage la localisation de l'entrée, de la séparation entre le monde laïque et le monde sacré lié au monastère. Nous avons ici une autre vue
qui date de 1828, donc également antérieure à cette mention de la démolition du clocher. Et vous retrouvez sur l'image, vous retrouvez ici la tour-porte en ruine, ici adossée, contre laquelle est venue s'adosser l'église où nous sommes, qui est ce bâtiment-là. Donc, dans tout ça, on ne détecte plus trop grand-chose de ce qui est le couvent. Un document qui est intéressant et qui est conservé à la fois en double aux archives départementales et aux archives de la commune, c'est le cadastre de 1838. Et ce cadastre est intéressant parce qu'il va nous livrer des éléments de topographie donc, permettant de réfléchir au plan de cette ancienne abbaye. Vous voyez ici marqué en jaune les vestiges du bâtiment que vous connaissez tous, en tout cas de la ruine qui est présente dans le terrain derrière l'école. Et vous voyez que nous avons ici un certain nombre de parcelles qui définissent un carré et qui ensuite définissent également une suite linéaire. Donc là, on peut imaginer finalement quelque chose comme l'enclos conventuel, c'est-à-dire un couvent, c'est quoi? C'est en général 3 ailes de bâtiments et puis au nord, l'église qui pourrait s'intégrer dans les parcelles en lanière, dans les bandes que nous avons là. Potentiellement, les vestiges de tout cela sont conservés dans les sous-sols des propriétés limitrophes de ce que nous fouillons actuellement. Il y a un autre élément intéressant aussi, c'est l'orientation de ces parties de bâtiments. Donc imaginez que ça soit l'aile ouest, et vous voyez ici que nous avons des bâtiments qui existent toujours et qui ont une orientation complètement parallèle à ceux-ci. Donc tout ça, ce sont des choses qui ont peut-être pu se fixer dès le Moyen-Âge ou à partir de l'organisation des bâtiments du Moyen-Âge. La grande question reste le cours d'eau. Le cours d'eau, est-ce qu'il suit son tracé, qui est le tracé actuel, depuis le Moyen-Âge, ou est-ce qu'on l'a dévié et qu'il partait plus au milieu? Ça, c'était éventuellement quelque chose qui peut être révélé par les fouilles. Dernière information de ce document, c'est qu'on le voit, la route actuellement, vous circulez ici sur la rue principale, l'école étant à peu près là. Encore en 1838, on fait le tour complet de l'îlot occupé anciennement par le monastère, par l'ensemble conventuel. Donc ces vestiges, ils ont commencé à intéresser des gens. Nous ne sommes pas les premiers à nous y intéresser. C'est quelque chose, ici une photo que j'avais faite en 2018 lorsque je suis venu la première fois. Je ne suis pas venu la première fois en 2018, mais en tout cas dans le cadre d'une mission. Ces vestiges sont tellement inhabituels dans ce paysage que lorsqu'on a commencé à travailler là-dessus, il y a des gens qui nous demandaient si ces arcades étaient posées sur le gazon, si c'était une création, un peu une création architecturale ou artistique. Et ils n'arrivent même pas à comprendre que finalement, ces arcades étaient la partie émergente d'un iceberg beaucoup plus vaste et que les fouilles actuelles contribuent à mettre au jour. Donc, dès le XIXe siècle, nous avons un érudit, Louis Benoît, qui en 1865 publie un article dans les cahiers de la Société pour la conservation des monuments historiques, qui nous indique des pierres, des éléments architecturaux qui sont conservés, qui actuellement ont disparu, et qui nous explique que finalement, ce bâtiment avec ses arcades serait l'église conventuelle de Graufthal, l'église du monastère. C'est contestable, en tout cas, c'est la première tentative d'étude des vestiges de ce site. Ça reste en sommeil pendant un siècle, et nous avons en 1966, nous avons la Société d'histoire et d'archéologie de Saverne et environ qui commence à faire des sondages. Ils font des sondages dans le fond de cet ensemble à arcades, et ce sont des gens qui viennent faire ça pendant 2-3 samedis, et qui finalement ne sont pas des archéologues de métier, mais qui savent un peu documenter les choses. Donc ils nous laissent des croquis, des carnets, et ces documents sont réexploités par Roberville à l'occasion d'une étude qu'il fait en 1989 et qu'il publie.
Et il nous donne donc une version plan de ce que lui pense être la morphologie, la forme du bâtiment. Donc les vestiges en noir, ce que vous voyez en noir, ce sont les vestiges conservés, et puis ce qui est en gris, c'est ce qu'il restitue. Donc ça existe dans le paysage. Les arcades, quand vous arrivez depuis l'église où nous sommes, vous avez les arcades à droite et le mur au fond. Sauf que Roberville projette un mur au sud qui est l'équivalent symétrique parce que tout ça pour lui c'est un seul bâtiment homogène d'époque romane. Et nous verrons par la suite que ce n'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. Et puis arrive effectivement le XXIe siècle et disons la deuxième décennie du XXIe siècle. Et là, c'est l'association actuelle qui commence à effectivement proposer que ces vestiges soient valorisés, qu'on en fasse quelque chose, et qui donc s'adresse au service régional de l'archéologie et aux monuments historiques à Strasbourg, donc la direction des affaires culturelles, et arrive en conséquence une mission de diagnostic faite par l'INRAP, et cette mission se limite à 2 sondages que vous voyez en photo en haut, qui sont faits au centre de la parcelle occupée par ces arcades, mais qui sont réalisés dans des conditions climatiques assez défavorables, et donc ça reste sans suite. En même temps, l'association prend elle-même le taureau par les cornes, et nous avons donc une équipe très motivée qui commence à faire le relevé en plan des vestiges qui restent. Donc ça, c'est un plan qui montre tous les murs vus du dessus. Et puis ensuite également des dessins de ce que nous on appelle des relevés d'élévation. Et ces documents sont dessinés par Claude Wiedenhoff avec le concours bien sûr d'une partie de l'équipe associative. Et ces documents sont de première importance pour les travaux que j'ai le plaisir à ce moment-là d'entreprendre et pour lesquels on me confie la direction à partir de 2018. En 2018, nous faisons de premiers sondages après intervention de l'entreprise Vetter de Thomas Stahl pour sécuriser les arcades, c'est-à-dire qu'une partie des arcades, ça c'est le mur du fond, une partie des arcades sont démontées après numérotation, bien sûr, après relevé, et d'autres sont simplement confortées afin que nous puissions travailler en dessous et ne risquions pas de faire effondrer et surtout pas de prendre ça sur les pieds ou la tête ou les mains. Et donc nous engageons à l'été 2018 une première campagne de sondage qui se fait sur la partie la plus orientale. Vous voyez ici, la photo est prise depuis le parking, là, avec le concours de l'entreprise CS. C'est quoi le nouveau Stéphane Schmitt. Stéphane Schmitt, voilà. Stéphane Schmitt, qui est de Pfalzweier, qui est finalement une entreprise très bien outillée pour le chantier auquel je me confronte, puisque on a toujours l'image de l'archéologue qui travaille avec la brosse à dents et la cuillère à café ou le pinceau. On commence en général quand même avec des moyens lourds. Et donc ici, on a une pelleteuse qui est du pain béni pour le travail qu'on a à faire ici. Il revient depuis sur toutes les opérations. C'est qu'il a une machine qui est équipée de godets qui peuvent se changer facilement. Et puis surtout, il est équipé d'une petite pince fort sympathique qui permet de déplacer toutes les pierres, tous les gros blocs architecturaux travaillés qu'on met de côté, ou les gros blocs même qu'on ne met pas de côté pour les conserver. C'est extrêmement important parce que dans le cas de figure d'une fouille d'un ensemble conventuel comme ça, les vestiges, ce sont de grandes pierres, ce sont de grosses pierres. On est sur des formats qui sont très lourds. La pièce qui est soulevée là, elle doit peser entre 200 et 300 kilos. Donc c'est quand même extrêmement important d'être bien outillé quand on engage une telle fouille. Et donc les travaux se font sur la partie orientale du bâtiment arcade. Nous retrouvons des murs qui avaient été pointés. Vous voyez les 2 murs qui repartent ici et là. Celui-là, il avait été pointé en 1966. Et donc,
on dégage avec le concours d'étudiants en stage et des bénévoles de l'association, tout ça pendant une durée de 2 semaines. Voilà le résultat des travaux et vous voyez également le problème auquel on est confronté dans la fouille de ce site, c'est que dans sa configuration actuelle, nous avons la présence d'eau, de l'eau qui est piégée par la présence de murs. Tout ça, ce sont des barrages. Donc, ce sont des retenues d'eau souterraines. Nous sommes sur du grès. Donc, le sable de grès, ça permet quand même, c'est pas quelque chose qui colmate forcément un secteur. Donc, l'eau circule. Et nous avons des remontées et sommes constamment obligés de travailler avec des pompes. Arrive la grande opération. Alors, les années Covid sont passées par là. On espérait démarrer en 2020-2021, ça ne s'est pas fait. Ça a été fait en 2022. Et nous avons donc élargi les premières fouilles qui avaient été faites dans la partie est. C'est ce que vous voyez en gravier au bas de l'image. Le gravier étant ramené pour drainer le terrain par rapport à l'eau que je vous ai montré. Et donc, nous arrivons ici à une fouille qui s'étend tranquillement vers l'ouest, et qui s'étend tranquillement maintenant vers le nord. Une masse de pierre énorme, mais surtout, vous le verrez, une masse de pierre qu'on va gérer de manière très soignée. On ne va pas juste arriver avec la pelleteuse, gratter et sortir tout ça, parce que tout ça a un intérêt d'être documenté sous l'état dans lequel vous voyez là. Et puis l'eau omniprésente, l'eau permanente, elle aide finalement à travailler aussi, puisque quand on fouille dans des endroits secs, en général, les objets, on les voit facilement, on les ramasse, on les met en sachet selon les catégories, céramique, ossements de faune, ou encore objets métalliques. Ici, on ramasse beaucoup de boue, et la boue, le plus simple, c'est de passer au tamis. Et donc, on passe tout ça au tamis, et ça permet donc de récupérer le petit matériel qui sort des opérations de creusement. Et cette eau, comment on la récupère? Tout simplement là, la fouille de 2022, vous le voyez, la pompe est immergée, puisque pratiquement chaque matin, quand on revenait sur le chantier, on avait cette piscine. Donc là, vous avez dans le volume à l'arrière, vous avez ici en gros 40-50 cm d'eau. Et ça, c'est de l'eau qui arrive et qui est piégée donc, par le gros mur. Et ça permet de pomper toute une matinée et d'alimenter finalement le laboratoire de tamisage. La grande question qui sort justement de cette présence d'eau, je vous l'ai représentée ici. Si vous voulez, la coupe que je viens de faire, c'est une coupe qui est dans le bâtiment, dans ce sens. Vous avez au fond, dans la verdure, vous avez le ruisseau, le rébar. Et donc le rébar actuel est à un niveau qui est situé plus haut, je le représente par le grand trait bleu, qui est finalement situé plus haut que le niveau qu'avait ce ruisseau lorsque le bâtiment a été construit au XIIe siècle. Donc on a quelque chose qui effectivement pose question et qui constitue un des axes principaux de la recherche archéologique sur ce secteur. Donc, passons aux résultats. Effectivement, nous avons un site qui est unique en Alsace par la qualité de ce qu'il nous offre. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas sur une église conventuelle comme le pensait Benoît, merci. On est sur un autre bâtiment de l'ensemble conventuel. On est au sud, et au sud, en général, on a des bâtiments fonctionnels. Ce ne sont pas des bâtiments destinés au culte. Ce sont des bâtiments destinés à la vie de la communauté. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous le voyez, ces arcades sont sorties de terre et elles reposent sur des piliers romans avec leurs chapiteaux qui sont conservés. Et que là, nous sommes sur une occurrence unique d'étude d'un tel bâtiment dans la région. Pourquoi? Parce que, en comparaison, il n'en existe plus qu'un ou deux. Je pense notamment au cellier de l'abbaye de Baumgarten, qui est toujours occupé par une communauté de sœurs et qui est un bâtiment complet. Et puis après, nous avons la majorité des ensembles conventuels anciens. Ces bâtiments-là ont été démolis, ont servi de carrière de pierre après la Révolution. Ici, ça n'a servi de carrière de pierre que partiellement. Et ce qui fait notre bonheur,
ce qui fait notre bonheur, c'est que si ces arcades sont conservées, c'est parce que lorsqu'on exploite en carrière un tel bâtiment, on ne récupère que la pierre de taille, la pierre qui sert à construire les murs, c'est-à-dire les formats rectangulaires. Ça n'intéressait pas les récupérateurs. Ça y est, j'y suis arrivé. Et donc tout ça est resté en place. Ça s'est effondré, ça s'est couché. Mais toujours est-il que ces pierres-là étant tracées, travaillées pour être courbes, pour travailler, reprendre cela quelque part dans une construction de maison ou de grange ou de terrasse, ça a un intérêt très limité. Ce bâtiment, malgré son état ruiné, a tout à fait sa place dans l'étude de l'architecture romane alsacienne. Ici, une vue de la façade de l'abbaye de Murbach. Pourquoi? Parce que, aussi, vous le voyez là, si on imagine ces arcades étant celles de Grauthal, là, je vous l'ai dit, vous avez les murs qui sont encore en place. Et donc, on peut étudier énormément de données techniques constructives sur ces ruines ici à Grauthal, des informations auxquelles on ne peut pas accéder, bien sûr, dans ces édifices conservés, puisque les murs sont entiers, que souvent les murs sont enduits, et que donc on ne lit pas un grand nombre de choses. Alors, le résultat de la fouille 2022, bien sûr, les choses ont évolué depuis le début de la semaine dernière, et même un peu avant, puisque a été démoli le relais, le petit bâtiment, la verrue, installé dans les années 80 et qui avait motivé finalement le classement de ce terrain. Nous sommes donc à la fin de la fouille 2022 sur le bâtiment arcade et puis des éléments qui se développent vers le nord et ces éléments qui appartiennent à des époques très variées. Voilà, la même chose en plan avec un phasage couleur. Donc la partie la plus ancienne, en fait, ce n'est pas ça, c'est ce qui se joue ici, que j'ai dessiné en rouge, qui est une première phase d'époque romane. Celle-là, elle est actuellement en cours d'exploitation, caractérisée par quoi? Par un bâtiment, un ensemble construit, dont vous avez ici l'angle sud-est, un bâtiment éclairé par deux fenêtres, ce qu'on appelle des oculi, puisque ce sont des fenêtres rondes, et le mur, un bâtiment isolé par un mur, ici, et qui lui-même fonctionne avec une porte. On vient greffer là-dessus le grand bâtiment arcade, ça, c'est ce que vous connaissiez jusque-là dans le paysage de Grauthal. Et puis nous arrivons à la période bleue, et comme à la SNCF, la période bleue signifie une réduction, puisque nous avons finalement ce bâtiment qui disparaît quelque peu puisqu'il est réduit par l'adjonction d'une autre construction, et puis on retravaille l'angle de manière à ce que cette construction-là devienne très autonome par rapport à ça, et on bouche la porte qui est là. Donc, voyons ces choses-là progressivement. Donc ça, je vous en ai parlé, c'est le premier état. Alors, ce premier état, c'est donc une construction, l'angle sud-est, deux fenêtres et une porte. Et puis un dallage. Un dallage, mais qui s'appuie non pas contre ces épais murs qui formaient la structure du bâtiment, mais deux espèces de contre-murs, vous le verrez sur les photos, des murs beaucoup plus bas et qui tournent autour et qui isolent le dallage lui-même. Alors dans le plan business, on va dire que Hildegard de Bingen a pu marcher là-dessus. Ça nous donne quoi? Ce que je viens de vous montrer, c'est la partie nord. Donc vous voyez ici les murs en plan, en photoplan. Il s'agit de ça, de ceci et de ceci, bien sûr, et le dallage qui est là. Les numéros des murs, en fait, ce sont des numéros arbitraires. Ça, c'est du jargon technique archéologique. MR signifie mur. Et 201, 202, ça fait référence au secteur 2, ici le secteur 1, tout simplement. C'est quelque chose que moi j'ai décidé d'attribuer comme ça parce qu'il faut, nous, pour identifier tout ça, il faut mettre ça dans des fiches et donner des immatriculations précises. Alors, un élément technique qui n'est pas toujours évident à comprendre, mais pour le chercheur et le curieux, ça peut devenir très facile. Ici, ce que vous voyez là, ce bloc-là, ici, c'est l'angle, donc,
c'est le fameux angle, je reviens sur l'image précédente, c'est cet angle qui est là. Hein? Et pourquoi c'est plus ancien? Parce que vous regardez, vous voyez que ce bloc, déjà il est conséquent, ce n'est pas lié à ce qui continue, et en plus ça repose sur ce qu'on appelle un talus, c'est-à-dire une espèce d'empattement qui est plus large, et vous voyez que le mur là est venu masquer l'empattement ici, sur l'autre côté de la pierre. Donc on a deux phases, deux états de construction qui se succèdent. Ce type de chaîne d'angle avec des gros blocs et ensuite des pierres plus petites pour faire la suite du mur, ça on a, je pense, au château à Egisheim, dans le château nord d'Egisheim, qui est considéré comme étant milieu du XIIe siècle en gros. En tout cas, quelque chose qui se met dans le XIIe siècle, mais qui n'est pas tout à fait, qui est légèrement plus ancien que ce qui va y succéder. Et puis ensuite, ce mur-là, c'est ce fameux mur avec les fenêtres, donc les fenêtres rondes, ce qu'on appelle des oculi. Et lorsqu'on regarde ces fenêtres, donc de toute façon, par rapport à ce qui était proposé par Ville voulait voir ce mur-là comme faisant partie du bâtiment arcade. Lorsqu'on regarde les piliers qui sont là et que vous projetez des arcs là-dessus, vous voyez que les fenêtres sont décentrées. Donc clairement, si vous projetez un arc là, vous voyez que la fenêtre est un peu plus portée vers la gauche. Donc là, clairement, on voit que ce sont deux époques différentes, puisque si c'était contemporain, on aurait fait ça proprement, on aurait mis la fenêtre au milieu. Et puis surtout, quel intérêt de faire des fenêtres qui donnent dans un espace fermé? Donc, puisque là, nous sommes sous une partie voûtée. Et donc, ça correspond à l'éclairage d'une pièce qui est au nord et dont la suite est actuellement en cours de fouille. Et puis, ce même mur, donc, nous avons une porte qui est murée. Donc, on ne va pas s'intéresser à ce qui fait le bouchon, mais on va s'intéresser au passage et qui permet donc de rentrer dans ce bâtiment ici au nord. À l'heure actuelle, tout ça est ouvert et tout ça a livré des choses très, très intéressantes. Voilà un petit détail de ce mur avec cette fenêtre ronde et vous voyez le décentrage de l'ouverture par rapport au pilier et donc le fait que ça peut être considéré comme antérieur à ces choses-là, d'autant plus qu'elles sont juste plaquées contre. Voilà une vue du sol en cours de nettoyage à l'intérieur et vous voyez aussi le petit mur que je vous ai montré sur le plan, il s'agit de ceci. On a ce petit mur périphérique. Voilà, plus en détail. Qu'à l'heure actuelle, on ne s'explique pas encore, mais lorsque tout ça sera fouillé complètement, on aura peut-être des éléments d'information plus précis. Naturellement, il faut aussi se tourner vers des fouilles qui ont pu se faire ailleurs pour essayer de comprendre à quoi ça peut correspondre. Alors, la deuxième période, et qui est la plus majestueuse par rapport à ce que vous connaissiez jusque-là, c'est cette grande salle qui est construite au sud, donc ces vestiges d'arcades qui sortaient de terre et qui maintenant effectivement sortent de terre avec beaucoup d'éléments. Voilà ce que ça donne. Lorsqu'on construit ça, le bâtiment au nord continue à être utilisé et la porte sert probablement de passage entre les deux. Voilà, un bâtiment qui fait 11 mètres de large, plus de 18 mètres de long, donc un bâtiment de grande taille, de grande contenance, de forte capacité, et un bâtiment qui est divisé en ce qu'on appelle 3 nefs, 1, 2, 3, et là ça montre bien qu'il ne s'agit pas d'une église puisque les 3 nefs sont de largeur équivalente et redivisées en ce qu'on appelle des travées, c'est-à-dire que le plan de division, c'est le carré, puisque tout ça permet, par les piliers qui sont placés sur les murs que vous avez vus en photo et sur lesquels je vais venir, de mettre des piliers ici, là, puis plus loin, et donc de voûter et de faire une couverture, un voûtement d'arête très caractéristique pour l'époque romane. Voilà ce que ça nous donne en image 3D. Donc pour l'instant, vous faites abstraction de ces murs-là et vous faites abstraction du sol. En fait, le sol de cette salle primitive est beaucoup plus bas, puisque vous le voyez, les chapiteaux sortent du dallage, mais n'ont pas de piliers pratiquement en dessous. Donc là, on a quelque chose qui a bougé
et qui constitue la troisième période que je vais amener dans mon exposé. Et donc, une vue en élévation du mur sud avec les fenêtres. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'arcades, ici ce qu'on appelle des arcs formerets, qui tiennent le voûtement et qui encadrent une baie, une grande fenêtre. Hein, ce sont des fenêtres qui ont hauteur d'homme, qui éclairent depuis la façade sud, et celles qui existaient à l'est ont disparu par les remaniements postérieurs. Et tout ça est rythmé par des colonnes. Le niveau actuel, le niveau de dallage sur lequel nous avons arrêté la fouille, c'est ici. On peut projeter un niveau de sol qui est beaucoup plus bas, on peut le projeter moins bas aussi, mais en tout cas, quelque chose dont le niveau de sol est quand même en dessous de ce que nous voyons à l'heure actuelle au niveau des vestiges. Donc ici, une vue du mur que je viens de vous montrer en dessin. Et vous voyez donc, par exemple là sur l'image, je vais éviter de me promener tout le temps, je vais activer la petite chose magique qui s'appelle le pointeur. Voilà. Donc ici, vous voyez ces magnifiques chapiteaux là, dans l'angle ici, avec les piliers qui partent et les piliers qui se perdent dans le sol actuel, le dallage. Donc imaginez que là, nous avons 2 mètres de colonnes qui descendent encore dans le sous-sol. Et donc, la difficulté majeure pour pouvoir atteindre le fond primitif de ce bâtiment, ça va être l'eau qui arrive en permanence et nous travaillons avec de la pompe, mais là, ça risque d'être encore plus conséquent que ce que nous faisons à l'heure actuelle. Là, nous avons une vue vers l'est et en fait, ce qui était devenu une porte, donc vous retrouvez des chapiteaux romans, vous avez ici les arcs. Et puis d'ailleurs, le fait d'avoir les cintres en bois, ça permet de s'imaginer comment faisaient tout simplement les bâtisseurs au Moyen-Âge pour construire ce type de support. Et donc, nous avons ici un passage de porte qui est aménagé dans une des anciennes fenêtres qui éclairait le côté est. Voilà la même porte vue de l'extérieur. Et vous retrouvez ici la base, l'appui. C'est bien. Tu restes là, comme ça les gens regarderont à la fois la photo et toi, c'est très bien. Je ne sais pas à qui il est ce chat, mais je vais appeler la fourrière. Et donc, c'est repris par la porte dont vous avez le seuil ici. Et ça, la photo a été possible parce que nous avons pompé l'eau. Mais dès qu'on a arrêté la pompe, tout ça a été noyé et n'est actuellement plus visible. Le relevé de cet élément, vous le voyez là. Nous sommes donc dans l'angle du bâtiment ici. Et nous avons un relevé en coupe du passage et un relevé en élévation. C'est tout ce qu'on connaît à l'heure actuelle de cette fenêtre. Une autre fenêtre, décidément, il a des puces. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Nous avons une autre fenêtre placée dans le mur sud que vous voyez ici, et donc des baies fort conséquentes. Ah ouais? Elle va sauter dans l'écran. Autre chose qui est extrêmement intéressante, les arcs que nous voyons là. Donc je disais tout à l'heure que ça, on ne peut pas l'examiner, on ne peut pas le documenter dans des constructions qui sont complètes parce qu'il y a plein de détails qui nous échappent. Là, par exemple, vous voyez, on a un arc qu'on dit en croissant de lune. Pourquoi? Parce que sur la partie haute, les blocs, la face visible est plus épaisse que sur les côtés. Tout simplement parce que là, on taille l'arc et on fait coucher là-dedans, on fait coucher la voûte là-dessus. Ça, c'est caractéristique de choses qui se font dans le troisième quart du XIIe siècle. Autre information extrêmement intéressante par rapport à ces arcs, ce sont ces trous que vous voyez là, ici, là. Et donc, lorsqu'on trouve ces pierres, lorsque l'arc est tombé, en fait, selon la position du trou,
on peut restituer sa place, la place du bloc dans l'arc. Ça, c'est tout simplement la clé de voûte. Là, nous en avons un qui a un double trou qui permet de passer un lien. Mais en fait, les trous que nous voyons ici, ce sont des trous, grâce au relevé fait par l'association, j'ai pu pointer ça avant le démontage, la mise en sécurité par l'entreprise de Thomas Vetter. Et tous les numéros correspondent donc à des trous tels que celui qui est sur la photo que j'ai identifié. Et ces trous correspondent tout simplement à des logements de griffes, de pinces, ce qu'on appelle le pince inversé ou faussement les trous de louve. C'est-à-dire, pour soulever la pierre, on a une pince qui va s'écarter pour lever le bloc. Et donc, la position dont je vous parlais dans l'arc permet de placer avec la grue ces pierres sur le cintre en bois, tel que vous avez pu voir les cintres sur la photo. Donc, tout ça, c'est absolument génial parce que ça, on ne le voit nulle part ailleurs. Ce système de levage est assez typique de l'époque romane, c'est-à-dire qu'il disparaît dans la première moitié du XIIIe siècle. Donc, ça peut aussi être un élément de datation quand on trouve des blocs qui portent ce type de traces techniques. Ensuite, nous avons une salle qui est dite voûtée d'arêtes. Ce qui est génial, c'est qu'avec le rehaussement qui s'est fait dans cette salle, le sol ayant été remonté conséquemment lors d'une troisième phase, en fait, les voûtes tenues par ces arcs qui couraient le long des murs et qui couraient transversalement ici de ce bloc à ce bloc, puis enfin de nouveau contre le mur, ces voûtes se sont couchées, elles ne se sont pas abîmées, fracassées sur une pièce, puisque initialement la pièce peut faire 5 mètres ou 6 mètres de hauteur. Là, nous sommes sur une hauteur de plafond maximale qui fait 2,50 mètres. Donc la voûte s'est affaissée et ça nous donne un truc très particulier, c'est ce que vous voyez ici, donc le support, le support, le support. Et là, vous voyez les pierres qui suivent des rangs perpendiculaires. Et ça, donc, imaginez que c'est le plafond de la pièce, le plafond en cloche, et que c'est quelque chose qu'on peut documenter ici. On le voit là. Sur la photo du bas, vous voyez ce que nous avons travaillé à Grauwthal. Vous avez ici un support qui correspond à ce qui se passe, ça y est, ce qui se passe là. Et vous voyez 2 arcs qui partent, et ces arcs, ce sont ici, ces éléments-là. Et vous voyez ici le détail de ce que je disais des arcs en croissant, c'est-à-dire que ça permet de dater plus précisément. Et surtout, ce qui permet de dater plus précisément, ce sont ces chapiteaux. Alors, je n'ai pas j'ai les photos de tous les chapiteaux, bien sûr, mais je ne vais pas vous les montrer, ça n'a pas d'intérêt. Retenez simplement que ce qui permet de dire que ce n'est pas une église, ce bâtiment, c'est que les chapiteaux sont décorés de reliefs géométriques. Vous le voyez sur l'image du haut, l'individu 1012, qui a 2 côtés, il est dans un angle, donc il a 2 côtés qui ont un décor à peu près similaire. En revanche, les piliers qui sont placés le long des murs, eux, ils ont, comme l'individu 1013 ici, un décor différent sur chaque côté. Donc là, nous avons le côté qui regarde à l'est, qui est orné de 2 suites de cercles concentriques, le côté qui regarde vers le nord, qui porte un trèfle et une espèce de globe avec une croix, et nous arrivons avec le même décor sur le côté ouest, sauf que là, nous retrouvons le mélange finalement entre ce qui est ici et ce qui est là. Et là, les sculpteurs se sont amusés. Et nous avons ici un élément qui est extrêmement important pour la datation du bâtiment et peut-être même l'école artistique et technique qui a travaillé, c'est que ce chapiteau-là, découvert l'année dernière, il a finalement un décor avec ce qu'on appelle un cordon et des lobes qu'on retrouve pratiquement à l'identique dans le massif occidental de Marmoutier. Donc là, on a un élément technique, stylistique très important parce que ça nous met une relation assez directe entre Marmoutier et Grauwthal. Est-ce que l'atelier de Grauwthal est parti travailler à Marmoutier? Est-ce que l'atelier de Marmoutier s'est inspiré l'atelier de... Enfin, vous comprenez, vice-versa. Est-ce que l'un a copié l'autre ou l'un a travaillé chez l'autre? C'est la grande question. En tout cas, là, on a une espèce de filiation directe à laquelle on ne s'attend pas. Et puis, on a dans ces éléments d'architecture de cette époque des pièces assez sympathiques et qui d'ailleurs sortent également cette année.
Vous voyez une belle colonnette à gauche avec ce qu'on appelle des griffes d'angle, qui est sur la photo en bas à droite dans l'état dans lequel elle a été découverte. Ces éléments-là, ce sont des supports de petit format. Vous voyez que la règle posée sur l'image de gauche fait 20 cm. Donc ça, ce sont les colonnettes qui faisaient la galerie du cloître, donc quelque chose de quand même très travaillé. Et là aussi, ces supports avec ce qu'on appelle des griffes d'angle, donc ce que vous avez là, c'est assez caractéristique du milieu et de la deuxième moitié, troisième quart du XIIe siècle. Et le chicot de pierre travaillée qu'on voit ici, en fait, correspond à une telle base, mais simplement pour une colonnette double, puisque là, vous avez une griffe. Vous avez ici une griffe d'angle, vous en avez une là, ça fait la première base, et vous en avez une autre qui amorce une deuxième colonnette, donc on a taillé dans la même pierre. Finalement, on a taillé 2 colonnettes dans la même pierre. Et c'est extraordinaire parce que cette pierre-là, on est dans un grès ici qui est quand même très fin, qui permet de faire du gros œuvre, qui permet de faire les encadrements de portes et de fenêtres. Pour les colonnettes, nous avons un grès qui a été importé, je ne sais pas d'où, mais en tout cas, ça c'est un élément aussi qu'il faudra essayer de mettre au clair dans les prochains temps. Alors la question c'est, à quoi servait ce bâtiment, puisque ce n'est pas l'église. Nous sommes au sud, donc je disais, c'est dans l'organisation des bâtiments conventuels. Les décors, comme je le dis, n'indiquent pas l'église. En revanche, la superficie permet d'accueillir facilement 100 personnes. Alors, la question qui se pose, est-ce que lorsqu'on construit ce bâtiment, la communauté chiffre à 100 personnes, voire plus? Ce n'est pas exclu. Il y a un historien du XVIe siècle qui nous dit que Graufthal, au XIIe siècle, c'est une population de 100 moniales. Le problème, c'est que la source dont s'est inspiré cet historien n'est pas connue. Donc on ne sait pas si c'est une source fiable ou s'il a simplement écrit c'était une communauté de 100 personnes, histoire de dire c'est une communauté vaste, grande. Et toujours est-il que physiquement, le bâtiment que nous avons là peut, du point de vue de sa surface, contenir une telle population. Donc, il est clair que vu qu'il augmente les surfaces disponibles vers le sud, il répond probablement à une augmentation de la population du site. Et on peut comparer avec le plan de Hirzau, donc abbaye située en Forêt-Noire, abbaye qui est une abbaye bénédictine comme celle de Graufthal et qui, elle, est à l'origine d'une réforme au XIe siècle, d'une réforme spirituelle dont s'inspire entre autres Graufthal aussi. Et à Hirzau, nous avons un grand bâtiment ici, au sud, qui est indiqué, désigné comme le Sommerrefektorium, le réfectoire d'été. Et il est fort probable que le bâtiment que nous sommes en train de fouiller soit donc le réfectoire ou alors le cellier du réfectoire étant situé à l'étage du bâtiment, puisque les encadrements de fenêtres que nous découvrons dans ce bâtiment, il y en a certains en surnombre qui indiquent qu'il y avait un étage sur la construction. Et puis donc une dernière phase qui indique des bouleversements, c'est la phase qui est la plus approchée et la campagne de fouilles actuelle le révèle encore, mais ça, ma collègue vous l'expliquera mieux demain lors des heures d'ouverture. Cette dernière phase donc voit une espèce de réduction, de transformation, de reconstruction, on ne sait pas trop. Pour l'instant, on cherche quand même encore assez. Et donc, c'est cette fameuse période bleue et qui est datée par défaut des 15e, 16e siècles parce qu'on sait par les chiffres de la population qu'on n'a plus que 6 moniales. 6 moniales, bien sûr, n'ont plus besoin d'une énorme superficie de bâtiment. Et là, en l'occurrence, le bâtiment que vous voyez là suffit largement. Et puis on peut s'interroger sur la raison d'être de ces deux murs et de ce qui se passe ici à l'est, le mur est étant en grande partie reconstruit. Voilà ce que l'on voit, ce sont ces murs qui sont construits entre les arcades romanes et qui créent deux espaces totalement indépendants, dotés ici à l'arrière de petites fondations.
Voilà les photos des choses en fouille en 2018. Vous voyez ici la partie centrale avec une fondation appliquée au mur. Vous en voyez une ici. Et il est à se demander si nous ne sommes pas en présence de souches d'autel, que ce bâtiment ait été transformé en église parce qu'on a une communauté réduite à peu de personnes et que finalement cette communauté se réduit sur le bâtiment sud qui est le bâtiment le plus confortable dont elle a disposition. Voilà comment ça se traduit dans le bâtiment qui a les arcades, les ouvertures rondes. Donc, du côté nord, vous le voyez ici dans le phasage couleur, on a carrément démoli une partie de mur pour pouvoir faire un angle pour le rattraper, c'est ce que vous voyez là, et rattraper avec cette façade est. Voilà une vue générale de ce que ça représente. Donc, un bâtiment qui, comme dit, permet de ne plus loger que peu de personnes. La question reste ouverte. La réponse sera bien sûr donnée définitivement lorsque toute la surface aura été fouillée. Et puis du côté est, on a transformé. Effectivement, on reconstruit le mur, on met de nouvelles fenêtres. Ces fenêtres-là ne sont pas romanes, elles sont plus tardives, avec ici la souche pouvant être identifiée à un hôtel. Et comme je l'ai indiqué au début de la présentation sur les résultats, une fenêtre romane qui est transformée en porte et qui permet même de nos jours encore l'accès dans cette partie des vestiges. Un autre élément important sur la partie nord lors de cette période, donc c'est la réduction de la surface. Et vous voyez ici, on rajoute un mur qui crée un espace plus petit au niveau de cette pièce d'allée. Et ce mur connaît une technique de fondation assez particulière, puisqu'il repose sur des longrines en bois, et en même temps, le dallage de la pièce, on va le couper, on va casser pour créer des rigoles qui permettent d'évacuer l'eau vers l'extérieur, c'est-à-dire que lorsque cela est fait, lorsque ceci est construit, on a un problème d'arrivée d'eau massive, et c'est finalement ce qui a motivé aussi le rehaussement à l'intérieur de la grande salle et la création du dallage pour ensuite poser cette supposée chapelle avec ses souches d'autel. Et comme je le dis, vous avez ici un nouveau mur qui perce, dont la fondation perce le dallage, et en fait la fondation c'est quoi? Ce sont des pièces de chêne qui sont posées au sol de manière à asseoir le mur de manière stable. Et pourquoi on met du bois? Tout simplement parce que le niveau étant humide, poser des pièces de chêne dans de l'eau, ça garantit leur conservation, et c'est ce qui a garanti leur conservation jusqu'à nos jours. Ici, un petit détail technique. Au milieu du mur, on va mettre des pièces transversales qui permettent de raccorder les deux parties, les deux côtés du mur. Dans la fouille de cet espace, ce qui permet de le dater pour l'instant est relativement limité. Toujours est-il que les couches qui scellent ces pièces-là nous donnent des céramiques qui se datent dans le 15e, 16e siècle, et puis nous donnent ici une monnaie de Cologne, vous le voyez, du 16e siècle. Donc ça correspond bien à la période finale d'occupation de ce monastère, de cet ensemble conventuel. Et effectivement, les fouilles en cours vont naturellement aider à préciser tout cela, d'autant plus que le bois, on pourra essayer de faire des datations là-dessus qui seront beaucoup plus précises. Quelques objets qui sortent de fouilles, notamment ici des éléments décoratifs d'architecture gothique. Alors la pièce là, c'est intéressant parce que c'est un fleuron qui orne un élément qui est ornemental dans l'architecture. Et finalement, on voit qu'il est usé ici et qu'il a été percé pour mettre un petit cordon. C'est une pièce qui est dans un grès très fin, comme toutes les sculptures présentes dans le lieu. Et donc, c'est un grès très fin. On a reconverti, recyclé ce fragment en aiguisoir. C'est ce qui explique l'usure que l'on devine ici. Donc, ça a servi finalement à affûter des couteaux. Et puis, nous avons un autre élément également dans un grès très fin pour la période gothique tardive.
Ici, un bloc qui dessine une espèce de socle. Vous voyez la marque en S du tailleur de pierre. Et ça peut être mis en parallèle avec ce que nous voyons à Neuvillers-les-Saverne, la mise au tombeau qui date des années 1500. Et cette pierre trouvée ici à Graufthal correspond à quelque chose qui pourrait se situer ici, sur des éléments de support, sur le côté de ce type de monument. Donc, Graufthal est une abbaye richement dotée, et finalement, même si au XVe siècle, il y a encore peu de monde, nous voyons qu'autour de 1500, on produit des choses, en tout cas à l'époque gothique tardive, on produit des choses qui sont de qualité majeure. Alors pour finir, bien sûr, je ne vais pas conclure par rapport à cette abbaye sur vous dire ce soir c'est terminé, on a tous les éléments, tous les résultats qu'il faut. Non, à partir des résultats des premières fouilles que j'ai eu la joie et le bonheur de diriger, restent ouvertes beaucoup de questions. Naturellement, la forme, en tout cas, ce qu'on peut en reconnaître des constructions qui ont occupé et structuré l'espace ici. Bien entendu, ces fouilles ne peuvent se limiter qu'à des parcelles publiques. On ne va pas commencer à chasser les riverains, ça ne se fait pas. Des propriétés privées pour aller voir ce qui se passe dans les sous-sols. En revanche, on a tenté il y a quelques années, dès 2018, on a tenté là dans les jardins, les propriétaires nous ont ouvert les portes pour tenter des prospections géophysiques, c'est-à-dire des prospections de sous-sol qui se font en envoyant des courants électriques. Et ces courants électriques, bien sûr, quand vous avez des murs dans le sous-sol, ça produit des anomalies. Ça permet déjà de commencer à dresser des plans. Malheureusement, les résultats n'ont rien donné parce que vous pensez bien que depuis le XVIe siècle, il y a eu des changements et il y a, par exemple, simplement des échos parasites qui sont faits par les réseaux d'assainissement. Toutes ces choses-là, ça renvoie aussi un écho. Donc, on n'a finalement rien pu en tirer. D'autres méthodes qu'on a maintenant, qu'on peut retenter un jour, mais qui restent très chères pour l'instant, c'est des méthodes radar. Peut-être qu'un jour, ça se fera. Toujours est-il que déjà, fouiller les parcelles ici, qui font partie du domaine public, apporteront énormément de choses, apporteront énormément de résultats. Et rappelons quand même que l'objectif à terme de ces fouilles, ce n'est pas juste d'enrichir la science, c'est aussi le vœu, et c'est la base de ce qui a été l'intervention, le travail motivé par l'association, c'est de restituer ces vestiges au public et de faire comprendre au public ce qu'est l'origine de Graufthal à travers cet établissement conventuel, et donc rendre accessibles les ruines et les présenter au public. Un autre élément qui reste dans la problématique scientifique, je reviens sur la carte géologique, bien sûr, c'est la question, vous l'avez compris, de ces remontées de niveau de sol qui se sont faites depuis le XIIe siècle. Pourquoi au XIIe siècle on se promène plus bas et que maintenant, quand on cherche les niveaux du XIIe, rien qu'en arrivant sur les niveaux de la fin du Moyen-Âge, on est déjà les pieds dans l'eau? Que s'est-il passé? Il y a eu des phénomènes, peut-être des phénomènes naturels. Je pense à ce qu'on appelle le petit âge glaciaire qu'on a dans les périodes historiques qui commencent à partir, que les historiens qualifient à partir du XIVe siècle et qui se terminent vers la fin du XVIIIe siècle, qui est donc une période plus froide que le Moyen-Âge. Il faut imaginer que le Moyen-Âge, le XIIe siècle, on est sur des températures moyennes qui approchent celles que nous avons actuellement. Donc il faut rejeter l'image du Moyen-Âge, qui est une période, le XIIe, le XIe et le XIIIe siècle. C'est une période où la région est dans un climat relativement doux. Les étés peuvent être chauds. On a des conditions qui peuvent être fort agréables. On n'est pas sur des périodes de canicule forcément, mais en tout cas, on a des périodes qui ne sont pas hostiles au développement humain et surtout au développement économique et je pense agricole. En revanche, ce qui se passe à partir du XIVe siècle, ça nous donne la grande peste, ça nous donne des famines, ça nous donne tout ce qu'on sait sur l'image un peu négative du Moyen-Âge. Et donc, est-ce que là-dessus, ces précipitations qui se sont multipliées ont contribué à lessiver
les fonds de vallon et ramener des matériaux, d'autant plus aussi qu'il y a un facteur humain qui peut intervenir, c'est que, je vous l'ai expliqué, nous sommes, et vous le voyez sur la carte, nous sommes en bord de plateau, que ces plateaux, avec le temps, sont valorisés de manière agricole, que donc, qui dit agriculture, dit enlèvement de haies, de tout ce qui peut retenir l'eau. Et surtout, on en a parlé aussi, les questions d'exploitation du bois. Donc un déboisement qui peut-être est devenu anarchique et qui a fait que, conjugué avec l'augmentation des précipitations, les vallons très étroits comme celui où nous sommes se referment. Donc tout ça, c'est des questionnements qui restent complètement d'actualité et auxquels la fouille en cours peut apporter des réponses. Mais ce qui nous intéresse également, ça approche un autre domaine qui est un domaine annexe de la géologie, ce qu'on appelle la géomorphologie, c'est-à-dire la formation des sols. Et là-dessus, on a un volet de recherche qui va devenir nécessaire sur la prochaine année de la fouille et dans les temps à venir. C'est qu'en allant observer le fond des rivières, les berges, on peut voir comment parfois certains sols se sont succédés. Et puis ce qui peut nous intéresser aussi, c'est que si des terrassements se font sur le secteur de la commune, je pense à des creusements pour des fondations de maisons. Il ne s'agit pas de bloquer les travaux pour des fouilles archéologiques, je n'ai pas dit ça. Il s'agit simplement de regarder les parois des trous en question. Ce sont des observations qui se font à la demi-journée, c'est-à-dire que lorsqu'on a fait l'excavation pour faire les fondations d'une maison, le collègue il vient, il va prendre une photo, il va noter quelques mesures par rapport aux différents types de sols qu'on peut voir dans les parois des trous. Voilà, donc ça, c'est en même temps un appel que je lance un peu à la population et je pense aussi qu'on pourra en discuter avec le maire ici présent. En tout cas, vous voyez, le faisceau de recherche, il est énorme, il est important et Graaftal est un monument, est un lieu qui a toute sa place dans la grande communauté des grands monuments d'époque romane en Alsace. Il ne s'agit pas juste d'un trou perdu. Pardonnez-moi d'avoir utilisé l'expression, mais on en est très loin. Donc, finir cette conférence consiste surtout à évoquer les petites mains, tous les volontaires, qu'ils soient étudiants ou bénévoles locaux, qui participent à cette formidable aventure. Je tiens à exprimer très profondément mes remerciements pour la joie et le bonheur que j'ai eu à piloter les 2 années qui m'ont ramené ici. Et puis naturellement, maintenant que je suis chef de service de la responsable d'opération, il va de soi que nous allons continuer à encourager la fouille et bien sûr être présents aux côtés de l'association pour pouvoir donner la mesure nécessaire et toute la mesure dont ce site a besoin. Voilà quelques images des chantiers passés. Et puis, je ne pouvais pas finir non plus sans faire un petit détour du côté des scolaires, parce que finalement, c'est quand même assez exceptionnel d'avoir une opération archéologique sur un territoire. Et donc, bien sûr, il y a déjà eu l'accueil de scolaires sur le chantier pour montrer un peu aux écoles du secteur ce qui se passe. Et bien entendu, au niveau d'Archéologie Alsace, nous restons aussi impliqués dans les projets de valorisation, exposition, classes pédagogiques, etc. Tout ça, ce sont des domaines qui sont à travailler et à construire. Encore quelques images des vaillants héros du quotidien de ce chantier. Travail souvent ingrat, bien sûr. Ici, l'équipe 2022, dont une partie des personnes sont présentes en 2023. Et puis tout ça n'aurait pas pu se faire sans la pugnacité du monsieur qui est assis au premier rang et qui a porté sur les fonds baptismaux l'opération qui est en cours et qui va sûrement encore se prolonger pendant quelques années. Je vous remercie.